Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information. Il est tout juste 19h sur Al-Oula. Voici les titres du journal. Élection ce mardi des membres de la Chambre des conseillers. Un scrutin à multiples défis et enjeux eu égard aux larges prérogatives de la Chambre des conseillers ainsi que sa composition diversifiée. Pour nous en parler ce soir, nous serons en direct avec M. Mohamed Qorri Youssoufi, professeur à la Faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de Meknes. À Laayoune, une faculté de médecine et de pharmacie vient de sortir de terre. La structure érigée sur une superficie de 10 hectares a ouvert ses portes pour cette nouvelle rentrée universitaire à de nombreux étudiants qui n'auront plus à se déplacer en dehors de la ville pour suivre leur formation. Et puis l'opération d'injection de la 3e dose du vaccin anti-Covid-19 qui a démarré hier se poursuit à travers le Royaume. L'opération concerne dans une première étape les personnes ayant reçu les 2 premières doses depuis au moins 6 mois. Il s'agit principalement de frontliners et de personnes âgées. Nous suivrons l'exemple à Casablanca. Les grands électeurs se sont rendus aux urnes ce mardi pour élire les membres de la Chambre des conseillers, ultime étape du processus électoral 2021 dans le Royaume. Ce scrutin est à multiples défis et enjeux, eu égard aux larges prérogatives de la Chambre des conseillers ainsi que de sa composition diversifiée. Mohamed Aïtelchka. Dans l'article 63 de la Constitution de 2011, il est souligné notamment que la Chambre des conseillers comprend au minimum 10 membres et au maximum 120 élus au suffrage universel indirect pour 6 ans. L'article 63 précise ensuite la répartition des sièges de la Chambre des conseillers, 3/5 des membres qui représentent les collectivités territoriales et les 2/5 restants élus par des collèges électoraux. Et c'est la loi organique relative à la Chambre des conseillers qui en fixe la ventilation. 72 conseillers sont élus par les membres représentant les collectivités territoriales, 20 membres élus par un seul collège électoral composé des élus des chambres professionnelles, 8 membres élus par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs, organisations les plus représentatives, et 20 membres élus au niveau national par un collège électoral composé des représentants des salariés. Pour ce qui est des prérogatives de la Chambre des conseillers, la Constitution de 2011 les a renforcées, notamment dans le domaine d'interpellation du gouvernement à travers une motion signée par le 5e au moins de ses membres, et la création de commissions d'enquête à la demande du tiers de ses membres. La Chambre des conseillers détient également la priorité en matière de dépôt de projets de loi relatifs essentiellement aux collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales, en plus de plusieurs rôles dans le domaine de la diplomatie parlementaire. La Chambre des conseillers joue également un rôle important dans toutes les questions ayant une dimension régionale ou un caractère socio-économique, ce qui en fait un véritable forum pour débattre de toutes les questions qui sont au centre des préoccupations quotidiennes des citoyens. Un scrutin donc aux multiples enjeux, lesquels au juste? Nous avons avec nous en direct M. Mohamed Qorri Youssoufi. Bonsoir, vous êtes professeur à la Faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de Meknes, où vous êtes directeur du laboratoire des études juridiques et judiciaires. Alors professeur, quels sont les enjeux des élections de la Chambre des conseillers? Comme vous le savez, ces élections d'aujourd'hui sont l'ultime étape dans le processus d'édification de l'État, d'avancement de notre processus électoral. En fait, il s'agit pour nous aujourd'hui d'avoir une chambre complète avec la totalité de la représentation, j'allais dire, élue, soit au suffrage direct, soit au suffrage indirect. La Chambre des conseillers a une importance capitale vu sa composition, puisqu'il est composé non pas d'élus directs du peuple, mais également d'élus indirects, puisqu'il s'agit de représentants intermédiaires entre l'État
et les individus. De par sa composition qui est composée par 4 collèges électoraux, en l'occurrence le collège des collectivités territoriales qui représente 72 élus sur l'ensemble de 120 élus, et un collège qui représente les chambres professionnelles, les 4 chambres professionnelles au Maroc, à savoir la chambre du commerce et de l'industrie, des services, la chambre d'agriculture, la chambre de l'artisanat et la chambre maritime. Tout ceci fait que, avec les 2 autres composantes, à savoir les représentations des salariés et la représentation du patronat via les 8 représentants de la CGM, constitue un forum de débat, ce qui permet à la Chambre de conseillers de jouer pleinement son rôle comme étant un espace de dialogue, un espace serein qui nous permet, bien entendu, d'élaborer l'ensemble des dispositions pour lesquelles il y a, comment dirais-je, des chantiers urgents, à savoir la régionalisation avancée, à savoir également tout le processus qui vise à améliorer qui vise à améliorer la situation sociale de la totalité des Marocains, notamment avec les grandes réformes qu'on porte le chantier de nouveaux modèles du développement tel qu'il a été présenté par la Commission à Sa Majesté le Roi. Alors, professeur, vous le disiez à l'instant dans votre intervention, les membres de la Chambre des conseillers sont élus au 3/5 par les conseils élus des collectivités territoriales, dominés, comme vous le savez, par les 3 partis de l'actuelle majorité gouvernementale et parlementaire. On s'achemine donc vers une Chambre des conseillers, elle aussi dominée par ces 3 partis, RNI, PAM et Istiqlal. Alors, quel en sera l'impact sur l'efficacité de l'action parlementaire dans son ensemble ? Franchement, il n'y a pas de surprise aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'on voit de très près les précédentes élections, on a une vision globale sur le sort de ces élections d'aujourd'hui, puisque pratiquement toutes les élections régionales qui ont eu lieu et les élections qui portent sur les conseils régionaux, les conseils communaux, etc., avaient donné la majorité à la composition actuelle, à savoir l'Istiqlal, à savoir également la RNI et également le PAM. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui, pour la première fois peut-être, une composition homogène entre la Chambre du Parlement et la Chambre des conseillers. Ce qui nous permettra, bien sûr, d'éviter les querelles politiques, les querelles de jadis et qui ne permettent pas de faire avancer les choses politiques. Aujourd'hui, entre cette composition harmonieuse entre les 2 chambres de Parlement, nous pensons véritablement qu'il y aura une conduite des affaires publiques dans la dignité, dans le respect des institutions et pour l'amélioration du sort économique, social de cette population qui sait que nous savons très bien, il en a grandement besoin. Aujourd'hui, il y a une harmonie totale, une harmonie complète entre la composition du gouvernement parce que nous savons à la date d'aujourd'hui qu'il serait composé par les 3 partis qui sont elles aussi majoritaires aussi bien à la Chambre des conseillers et qui sont majoritaires à la Chambre des représentants et que, je suppose, ils le seront également à la Chambre des conseillers puisque la majorité des élus du Maroc, sur l'ensemble il y a les élus, l'Istiqlal, le RNI et le PAM ont eu cette majorité. D'autant plus que les chambres sociales, ils ont donné également une forte majorité à certains syndicats qui sont d'obédience partisane de tel ou tel parti politique. Donc, nous pensons que l'avenir politique, il est entre de bonnes mains avec cette composition harmonieuse des 2 chambres du Parlement. Monsieur Mohamed Khouri Youssoufi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tanger. Vous êtes professeur à la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de Meknes, où vous êtes directeur du laboratoire des études juridiques et judiciaires. Merci. Direction New York, le Maroc entame la présidence de la première commission de l'ONU chargée du désarmement et de la sécurité internationale. En sa qualité de président de cette première commission, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, a insisté sur la nécessité de redoubler des efforts de coopération, de dialogue et de diplomatie pour faire triompher à nouveau le multilatéralisme et prévenir les conflits et les crises.
Retour ce soir encore sur l'un des axes principaux du rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rapport du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Ce rapport souligne clairement la pleine responsabilité de l'Algérie dans le dossier du Sahara marocain. Souligne clairement la pleine responsabilité de l'Algérie dans le dossier du Sahara marocain. L'Algérie qui se dérobe de ses responsabilités dans la question du Sahara marocain a été citée pas moins de 14 fois dans ce rapport. L'appel du secrétaire général de l'ONU à l'Algérie pour s'engager dans le processus des tables rondes conforte la position du Maroc dans ce cadre. Il est en parfaite symbiose avec les résolutions du Conseil de sécurité qui identifient l'Algérie en tant que partie à ce différend artificiel et par conséquent tenue de s'impliquer dans le processus politique onusien sous les auspices du secrétaire général de l'ONU visant le règlement de la question du Sahara marocain. En l'espace de quelques années, justement, la région du Sahara marocain est devenue un véritable pôle de croissance avec la création de chantiers d'infrastructures aux multiples dimensions. Les provinces du sud du royaume sont au centre d'un programme ambitieux de développement qui mobilise plus de 77 milliards de dirhams, près de 8 milliards de dollars. Des chantiers d'envergure y sont lancés, dont le port atlantique de Dakhla ou encore la double voie express Tiznit-Dakhla. Alors, sur le plan de l'éducation, une nouvelle faculté de médecine et de pharmacie vient de sortir de terre. La structure érigée sur une superficie de 10 hectares vient d'ouvrir ses portes pour cette nouvelle rentrée universitaire à de nombreux étudiants qui n'auront plus d'ailleurs à se déplacer en dehors de la ville pour suivre leur formation. Reportage Ayad Serti et Nissil Hamdaoui. L'Ayoun a désormais sa faculté de médecine et de pharmacie. Ces amphis ont été ouverts aux étudiants qui ambitionnent de prêter le serment d'Hippocrate au bout de 7 ans d'études dans les provinces du Sud. Intégrer cette prestigieuse université au cœur du Sahara marocain, un très cher vœu qui prend forme pour la jeunesse de la région. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de voir une faculté de médecine et de pharmacie comme celle-ci à l'Ayoun. Beaucoup de jeunes des provinces du Sud nourrissaient le rêve de devenir médecin. Mais comme il n'y avait pas encore de faculté, il était difficile pour eux de se projeter dans l'avenir. La majorité ne voulait pas déserter la région et s'éloigner de sa famille. Je suis fière d'être étudiante à la faculté de médecine et de pharmacie dans les provinces du Sud. Vous savez, cela est très important car l'ensemble de la région vit au rythme des projets de développement. En tant que jeunes, nous ne ménagerons aucun effort pour contribuer à la prospérité de cette région du Sahara marocain. La mise sur pied de cet établissement universitaire s'inscrit dans la volonté de former 3300 médecins par an. Pour réussir ce pari, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Ayoun mobilise une pléiade d'éminents professeurs. Cette première promotion de la faculté de médecine et de pharmacie à l'Ayoun tirera profit de la compétence d'une équipe de professeurs de l'université Hassan II de Casablanca, sans oublier des professeurs bénévoles qui apporteront eux aussi leur pierre à l'édifice. Des étudiants de pays africains frères ne tarderont pas de nous rejoindre dans les jours qui viennent. Les étudiants en première année de médecine sont des jeunes en tout début de leur chemin. Par conséquent, ils ont besoin de professeurs qui éclaireront leur route. C'est cela notre rôle. Il est strictement pédagogique. L'université dispose notamment d'une bibliothèque, de laboratoires spécialisés, de centres de formation avec un amphithéâtre de 400 places et 3 salles de formation de 50 places. Cette imposante structure fait partie des chantiers emblématiques du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2015. Pour parler de la nouvelle faculté de médecine et de pharmacie qui témoigne de toute l'importance accordée à la formation des compétences, nous avons avec nous en direct de l'Ayoun Fatem Zahra Al-Alaoui, doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Ayoun.
La faculté de médecine et de pharmacie accueille donc ses premiers étudiants, une centaine. Madame la doyenne, bonsoir. Vous êtes professeur en médecine, spécialiste dans les maladies auto-immunes. Alors professeur, comment s'est déroulée la rentrée universitaire, la première du genre à l'Aïoun? Alors bonsoir, merci. En direct de l'Aïoun, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Aïoun a ouvert ses portes le 1er octobre 2021. La première promotion est une promotion de 100 étudiants. Nous attendons des étudiants internationaux, notamment des pays voisins de l'Afrique subsaharienne. Ce projet est un projet à but rayonnant au niveau de toutes nos provinces du Sud. Tous les étudiants sont issus justement de ces provinces-là. Et le but est justement de les former pour servir la population sahraoui en premier et pour donc élargir le nombre de médecins au niveau national. C'est un projet donc de grande envergure puisque le projet a un coût de 257 millions de dirhams sur une superficie de 10 hectares. Ce projet s'inscrit effectivement dans le nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté en 2015. Alors, Madame la doyenne, quelles sont les filières ouvertes dès cette année et quelles sont les filières programmées pour les années à venir? Alors, la faculté de médecine est une faculté à accès régulé. Donc, la filière actuelle est la filière médecine. Donc, pour la formation sur cette année de futurs médecins, Inch'Allah. Nous avons des professeurs, donc d'éminents professeurs qui sont venus, dont certains bénévoles, pratiquement qui ont à peu près entre 20 et 30 ans d'expérience. Cette faculté issue de l'université Ibn Zohr est une faculté qui est ouverte vers l'innovation, le développement de la recherche et l'innovation pédagogique. Alors, Madame Fatem Zahra Al-Alaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis l'Aïoun. Vous êtes doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de la ville de l'Aïoun. Covid-19, à présent, et les principaux indicateurs de la situation épidémiologique. 676 nouveaux cas et 17 nouveaux décès recensés en 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 10 126, alors que les cas sévères ou critiques sont de 718. Pour ce qui est de l'opération vaccinale, sachez que le nombre des primo-vaccinés se rapproche des 23 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées est de 19 594 392. L'opération d'injection de la troisième dose du vaccin anti-Covid-19 qui a démarré hier se poursuit à travers le Royaume. L'opération concerne dans une première étape les personnes ayant reçu les 2 premières doses depuis au moins 6 mois. Mais surtout en cette première phase de la troisième dose, ce sont les frontliners qui sont visés. Exemple ce soir à Casablanca, le reportage est signé Achour Ben Saoud, Houria Boutayeb, Zakaria Mouqin Billah et Oumaïma Rabli. Dans ce centre de vaccination, des frontliners entament le processus de la troisième dose. Aujourd'hui, c'est au tour des médecins et des pharmaciens. Une troisième dose pour une protection plus efficace, conformément aux recommandations du Comité scientifique national. Je viens de faire ma troisième dose. C'est une dose extrêmement importante pour pouvoir obtenir une réponse efficace à ce fléau. C'est un rappel qui va permettre de renforcer l'immunité et on a commencé positivement par les gens qui sont au premier rang, c'est-à-dire tout le staff médical, paramédical et les gens dont la santé est vulnérable. Lancée hier, la première étape de cette opération concerne les personnes ayant reçu les 2 premières doses depuis au moins 6 mois. Frontliners et seniors. Comme vous le savez, l'immunité diminue au fil du temps et donc on a vu et les expériences scientifiques ont montré que ces personnes-là, même s'ils sont vaccinés avec 2 doses, peuvent tomber malades
et nous ne voulons pas que ces personnes, en tombant malades, arrivent à la réanimation. Pour ces troisièmes doses, le rappel peut se faire avec n'importe quel type de vaccin selon la disponibilité. À titre d'exemple, une personne ayant reçu un vaccin Sinopharm première dose peut recevoir un vaccin Pfizer à la troisième. Lutte contre le trafic de drogue à présent. Un garde-côte de la Marine royale opérant en Méditerranée a avorté très tôt ce matin une opération de trafic de stupéfiants en obligeant le moyen nautique rapide utilisé par les trafiquants à se débarrasser d'une quantité importante de chiran en la jetant par-dessus bord au large de Nador. La cargaison repêchée est d'environ 5 tonnes selon une source militaire. Après le Nobel de médecine hier, le Nobel de physique 2021 a été décerné aujourd'hui à 2 experts de la modélisation physique du changement climatique, l'américano-japonais Sukuro Manabe et l'allemand Klaus Hansmann, ainsi qu'au théoricien italien Giorgio Parisi. Le monde de la culture en deuil. Le compositeur Mohamed Belkhiat est décédé aujourd'hui à Rabat à l'âge de 70 ans. Des suites d'une maladie, Belkhiat a enseigné pendant plus de 40 ans au Conservatoire national de musique et d'art chorégraphique de la capitale, de même qu'il a été compositeur auprès de la Radio nationale et de l'Orchestre symphonique royal. Le défunt a contribué à la modernisation de la chanson marocaine contemporaine en s'inspirant du patrimoine marocain riche de sa diversité folklorique. La chanson El Ghorba, interprétée par Mohamed El Gaoui, demeure l'une des œuvres au grand succès composées par feu Belkhiat. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Le marathon des sables endeuillé, donc un participant de nationalité française décède suite à un arrêt cardiaque survenu au cœur des dunes de Merzouga. Le concurrent proche de la cinquantaine remplissait toutes les exigences médicales préalables à la course. Le marathon des sables est encadré par tout un staff médical. Soufiane Ibrahimi, Khalid Choukman, Omeymar Ramli. 32 km et demi de course, dont 13 au cœur des dunes les plus hautes du Maroc. Le tout sous un soleil de plomb. Voilà comment s'est déroulée hier la deuxième étape du marathon des sables. La plus longue, mais surtout la plus rude. Cette étape est très dure. La distance, en plus de la chaleur, c'est épuisant. Je participe avec mon frère. Dans ce genre de compétition, l'entraide est très importante, surtout dans ces conditions climatiques. Une chaleur qui met à mal nombre d'athlètes. Hier, un participant français est décédé, victime d'un malaise cardiaque, après 45 minutes de réanimation. Dans cette même journée, plusieurs autres concurrents sont passés par l'infirmerie. Pas facile de parcourir des kilomètres dans cette zone où le mercure atteint les 50 degrés. Pour cette année, ce qui pose le plus de soucis, c'est les vomissements. Les vomissements, les troubles digestifs, vomissements, diarrhée. Il y a beaucoup de déshydratation avec la chaleur, les vomissements, la diarrhée. C'est ce qui pose le plus de problèmes cette année. La course s'est poursuivie aujourd'hui avec la troisième étape. Mais avant le départ, 1 minute de silence a été observée pour le défunt. Depuis la création du marathon des sables en 1996, il s'agit du 3e décès. Un marathon des sables organisé, je le rappelle, en 5 étapes. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Demain à la même place, Nesrine Aouzar. Excellente soirée, à bientôt.